Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un pays fascinant, plein de contrastes, le Japon. Oui, bonjour. C'est vrai que l'image qu'on en a est souvent double. Exactement. D'un côté, l'ultramodernité, la high-tech, les robots. Et de l'autre, des traditions très ancrées. Hmm. Mais derrière cette façade d'efficience, d'harmonie presque parfaite, il y a de vraies tensions. Oui, des pressions sociales intenses. On pense à ces images de robots humanoïdes, mais il faut aussi penser au vieillissement record de la population. Absolument. Et puis, il y a ce paradoxe entre l'excellence productive et le phénomène du karoshi, Oui, cette mort par surmenage, c'est terrible. ou encore l'hyperconnexion et pourtant l'isolement social extrême des hikikomori. C'est ça, des centaines de milliers de personnes qui se coupent du monde. Alors, la question qu'on se pose, c'est comment une société, une culture, peut jongler avec de telles contradictions. C'est tout l'enjeu de notre discussion aujourd'hui, je crois. Essayer de comprendre ces dynamiques. C'est ça. On va explorer ça ensemble en s'appuyant sur pas mal de sources différentes. Oui, on a des données démographiques, notamment de l'INED, l'Institut français, Et des contributions Wikipédia aussi, pour les chiffres de base. On a aussi des reportages comme ceux d'Immersion ou de Louisan. mhm, et des analyses plus économiques ou culturelles. Je pense à Brotlewski ou au consultant Kenichi Omae. Très connu pour ses travaux sur la stratégie. Et puis Louis Zhao, qui parle du burn-out avec des témoignages assez forts. Voilà. L'idée, c'est de décrypter un peu tout ça, les tensions entre tradition et modernité, le collectif, l'individu. Et voir comment les champs évoluent, quelles réponses émergent. D'ailleurs, on verra que certains points, comme la pression au travail ou la quête de sens, Uhum, ça dépasse largement les frontières du Japon. Ça nous parle aussi. tout à fait. Notre mission, si on peut dire, c'est d'aller voir un peu plus loin, d'identifier les points clés, les liens cachés, pour avoir une vision plus nuancée. C'est ça. Offrir une compréhension un peu plus fine que les clichés habituels. Alors commençons par la base, par les fondations, la démographie. Et là, les chiffres donnent un peu le vertige, non? Ah oui, clairement. On est sur un tableau assez préoccupant. On parle de combien d'habitants aujourd'hui? Environ 124 millions. C'est ça, 123,8 millions en 2024. Mais le point important, c'est que ce chiffre baisse. Oui, depuis un pic en 2010 autour de 128 millions, et la baisse s'accélère, c'est ça? Elle est significative. Ces dernières années, c'est environ 600 000 personnes en moins chaque année. 600 000? C'est énorme. C'est comme si une ville comme Lyon disparaissait tous les ans, quoi. C'est une bonne image, oui. Et la cause principale, c'est la très faible fécondité. Autour de 1,4 enfants par femme, c'est bien ça? Oui, alors que le seuil pour renouveler les générations, c'est 2,1. On en est loin. Il y avait eu ce choc 1,53 en 1990, non? C'est là qu'on a vraiment pris conscience du problème. Exactement. Quand le taux est passé sous ce seuil symbolique, ça a été un vrai signal d'alarme. Et à ça s'ajoute un vieillissement spectaculaire. Oui, plus de 28% de la population a plus de 65 ans. C'est un record mondial, ou presque. Avec une espérance de vie aussi parmi les plus hautes, plus de 85 ans. Voilà. Donc, moins de naissances et une population qui vit très longtemps. L'équation est complexe. Et les projections sont assez radicales. On parle de descendre à 80 millions d'habitants d'ici la fin du siècle. Certaines projections vont dans ce sens, oui. Ça pose des défis structurels immenses. Et qu'est-ce qui explique cette faible fécondité au fond? Il y a plusieurs facteurs qui s'additionnent. Le coût de la vie déjà. Élever un enfant au Japon, ça coûte très cher, surtout l'éducation. Le manque de place en crèche aussi, j'imagine. Oui, c'est un frein très concret pour beaucoup de couples qui travaillent. Et puis, il faut regarder le marché du travail. Comment ça? Il est devenu plus précaire, surtout pour les hommes trentenaires. Et ça retarde la mise en couple, la décision d'avoir des enfants. D'accord. Et le rôle des femmes a changé aussi. Énormément. Elles travaillent beaucoup plus, elles se marient plus tard, et il y a toujours cette pression culturelle assez forte contre les naissances hors mariage. C'est intéressant parce que ça veut dire que ce n'est pas forcément un rejet de l'idée d'avoir des enfants, non? Non, pas forcément. Des enquêtes passées montraient même que le nombre d'enfants désirés était supérieur à 2,1. Ah oui, Donc c'est plus une question de conditions, de contexte. voilà. Ce n'est pas tant un individualisme croissant qu'un changement des valeurs, plus de liberté sur la sexualité, le mariage, le divorce, mais dans un contexte économique et social qui rend la réalisation de ce désir familial plus compliqué. Et l'immigration, ça ne peut pas être une solution. Pour l'instant, très peu. Et l'immigration reste très limitée, seulement 3% de la population environ, surtout des Asiatiques. Pourquoi si peu? Les politiques sont très strictes. Ok. Oui, les politiques sont restrictives et certaines sources évoquent aussi une montée de la xénophobie, notamment chez les jeunes.
Ah bon? Chez les jeunes? Oui, on note par exemple un soutien non négligeable au parti Sanseito, qui est nationaliste et conservateur, chez les 18-29 ans. C'est un signe. D'accord. Donc, ce défi démographique, il pèse lourdement sur tout le reste de la société, et notamment sur le monde du travail. Exactement. C'est un autre pilier sous tension. La culture d'entreprise japonaise traditionnelle, on en a souvent une image très... Spécifique. Oui, l'idée de loyauté à vie, même si elle décline un peu, la hiérarchie très forte, le poids de l'ancienneté, La pression à la conformité aussi, ne pas dépasser, rentrer dans le moule. c'est ça. Et ça se traduit par des pratiques comme les heures supplémentaires quasi systématiques. Souvent non payé en plus. Souvent, oui, il y a une pression sociale à rester tard, même si on n'a plus rien à faire, pour montrer son engagement. Et puis il y a les fameux nomikai, c'est sorti après le travail. Obligatoire ou presque. Disons qu'elles sont fortement encouragées pour la cohésion, pour la carrière. Refuser peut être mal vu. Et cette culture du travail intense, elle a un côté très sombre. Oui, le karoshi, la mort par surmenage, AVC, crise cardiaque, liée directement au stress, à la fatigue accumulée. Et il y a aussi le suicide lié au travail, le karo-jisatsu. C'est ça. C'est reconnu comme un problème de société. Le paradoxe, c'est que malgré toutes ces heures, cette pression, la productivité japonaise n'est pas si exceptionnelle, historiquement. Non, et c'est ça qui est fou. Pendant longtemps, elle a été la plus basse des pays du G7. C'est contre-intuitif. Complètement. Ça interroge sur l'efficacité réelle de ce modèle. Le témoignage rapporté par Louis Zhao sur ce consultant burn-out est assez édifiant, je trouve. Ah oui, très parlant. Ce sentiment de vide, de travail bullshit, comme il dit. Au point d'envier ses amis licenciés, ou même ce SDF Nishida. Guicha, qui lui trouve une forme de sens, de dignité dans sa routine de collecte de canettes. C'est très fort. Et ce consultant utilisait des techniques stoïciennes pour tenir comme la visualisation négative. Oui, pour essayer de relativiser, de prendre de la distance. Ça montre le niveau de détresse. Ce sentiment de vide, d'absurdité, ça fait penser à cette théorie de la société à faible désir. C'est Kenichi Omae qui a développé ça. Exactement. Kenichi Omae, le consultant en stratégie, son idée, c'est qu'après l'éclatement de la bulle économique en 89 et les décennies de stagnation qui ont suivi, Les fameuses décennies perdues. voilà, une sorte de prudence excessive, presque une peur d'espérer, se serait installée. Peur d'espérer. C'est-à-dire, Bah, moins d'ambition collective, individuelle, moins d'appétit pour consommer, pour investir, pour entreprendre, et même pour fonder une famille nombreuse. Une sorte de frilosité générale. et ça expliquerait pourquoi les politiques de relance n'ont pas toujours fonctionné. L'argent était épargné plutôt que dépensé. C'est une partie de l'explication qu'il avance, oui. Une préférence pour la sécurité de l'épargne face à l'incertitude de l'avenir. Dans ce contexte, les conseils anti-burnout de Louis Zhao prennent tout leur sens. Gérer son capital dopamine, par exemple. Oui, éviter de cumuler les activités trop exigeantes ou trop stimulantes en même temps. Apprendre à reconnaître les premiers signes d'épuisement. Et privilégier un repos vraiment réparateur, un peu ennuyeux même, dit-il. Pas des loisirs qui nous stimulent encore et encore. C'est ça, retrouver un vrai calme. C'est intéressant de voir qu'on retrouve des tensions similaires ailleurs, comme en Chine. Avec le 996 d'un côté, Ouais. Travailler de 9 heures à 21 heures, 6 jours sur 7. et à l'opposé, ces mouvements comme Tangping ou Bailan, Oui, qui prônent une forme de retrait, de refus de cette course à la performance. C'est une autre réponse à une pression comparable. cette pression à la performance, à la conformité, au Japon, elle peut mener à des retraits encore plus radicaux. On a parlé des hikikomori. Oui, ces ermites modernes. Le chiffre est impressionnant, près d'1,5 million de personnes concernées. 1,5 million. C'est énorme. Des gens qui vivent reclus chez eux pendant des mois, des années. Parfois des décennies, oui, coupés de tout contact social direct. Et il y a aussi les joatsu, les évaporés. Des gens qui disparaissent volontairement. C'est un autre phénomène très particulier. Ils organisent leur disparition, parfois avec l'aide d'agences spécialisées, les Night Movers. Et les raisons sont multiples, j'imagine. Dettes, yakuza, abus. Oui, tout ça, mais aussi, c'est peut-être très japonais, fuir la honte. La honte d'un échec. Un échec professionnel, scolaire, perçu comme impardonnable. Exactement. Dans une société qui valorise énormément la réussite et l'intégration au groupe, l'échec peut être vécu comme une faute terrible, alors disparaître, c'est une solution extrême. Ou parfois, c'est juste une fatigue immense face à toutes ces obligations sociales. Une sorte d'épuisement existentiel, oui. Et puis, il y a ce phénomène plus récent, dont on parle moins, mais qui est troublant,
la petite délinquance des seniors. Oui, c'est une tendance préoccupante. Leur part dans la délinquance augmente. En 2022, c'était presque un quart des délinquants et un tiers chez les femmes. C'est ça. Et il s'agit surtout de petits vols, souvent des vols à l'étalage de très faible valeur. Moins de 20 euros, apparemment. Et la motivation derrière est surprenante. Oui, c'est souvent pour se faire arrêter et aller en prison. Et la prison vue comme un refuge, Exactement. Un endroit où on a un toit, de quoi manger, des soins et même un lien social, paradoxalement. c'est terrible. Ça dit quoi de la situation de certains seniors? Pauvreté, isolement. Les deux, très clairement. Des pensions parfois insuffisantes et surtout un isolement social qui a explosé. Le nombre de seniors vivant seuls a été multiplié par 6 entre 1985 et 2015. C'est fou. Et on voit bien le lien entre tous ces phénomènes, non? Hikikomori, Joatsu, cette délinquance. Oui, il y a un fil rouge, hein, la pression à la conformité, ce lit de procuste social. Si on ne rentre pas dans le moule, si on échoue, La honte est telle qu'elle peut mener au retrait total. c'est ça. Et l'infrastructure japonaise, d'une certaine manière, facilite cet isolement. Comment ça? Tous les services en ligne, les distributeurs automatiques pour tout, les interactions très codifiées, tout ça peut réduire le besoin de contact humain direct, spontané. C'est un cercle vicieux, en quelque sorte. Un peu, oui. Et c'est là que le contraste avec ce SDF Nishida est intéressant. Oui, celui que le consultant burn-out enviait presque. Voilà, lui, malgré sa pauvreté, il a sa routine, sa collecte des canettes, il maintient une forme de dignité, d'utilité autodéfinie. Ça questionne notre définition de la valeur, finalement. Valeur économique versus valeur humaine intrinsèque. Tout à fait. Qu'est-ce qui compte vraiment? La persévérance, même modeste. Et cette pression sociale, ces changements, ça touche même le crime organisé traditionnel, les yakuza. Ah oui, de plein fouet. Les yakuza sont en déclin très net. Les effectifs ont chuté drastiquement. Énormément. De près de 180 000 membres à leur apogée, ils sont moins de 20 000 aujourd'hui. Et pourquoi ce déclin? La répression policière, Oui, il y a une répression légale plus forte, avec les lois anti-Boryokudan qui les isolent économiquement. C'est devenu très risqué pour une entreprise d'avoir des liens avec eux. l'évolution de la criminalité aussi, plus numérique, moins basée sur la violence physique. Ça joue aussi, la violence ostentatoire est moins rentable. Mais un facteur clé, c'est le recrutement. Ils n'arrivent plus à recruter, surtout auprès de la génération Z. Ces jeunes ne se reconnaissent plus dans ces structures ultra-hiérarchiques, cette loyauté quasi féodale, ce code d'honneur rigide. C'est plus leur monde. Pas du tout. Et à la place, on voit monter autre chose. Les tokuryu. Les tokuryu, c'est quoi? C'est un terme un peu fourre-tout pour désigner des groupes criminels beaucoup plus fluides, anonymes. Une sorte de gig économie du crime. La gig économie du crime, c'est-à-dire? Ils recrutent en ligne, sur les réseaux sociaux, pour des coups ponctuels, arnaques, cambriolage, transport de drogue, sans hiérarchie fixe, sans loyauté sur le long terme. Et ça attire plus les jeunes de la Gen Z. Apparemment, oui. C'est un modèle qui correspond plus à leur mode de fonctionnement. D'ailleurs, les arrestations liées au tokuryu dépassent maintenant celles des yakuza. Incroyable. L'Yakuza essaye de s'adapter. Certains tentent d'investir aussi le crime en ligne, oui. Mais c'est une mutation profonde. Parlons justement de cette génération Z. Ils semblent vraiment bousculer les choses au Japon, Oui, ils sont souvent vus comme un moteur de changement. notamment au travail. Ils refusent les heures sup non payées, les nomikai. Ils n'hésitent plus à quitter les black companies, ces entreprises aux conditions abusives, parfois même en utilisant des services pour démissionner à leur place. Oui, les Taishoku Daiko, pour éviter la confrontation. L'idée de loyauté à vie, c'est fini pour eux. Largement, oui. Et ce rejet des hiérarchies rigides, on le voit aussi avec les yakuza. Leur rapport à l'amour, à la famille est différent aussi, plus anxieux face à l'avenir. Souvent, oui. Il y avait eu cette simulation sur Nippon TV qui le montrait bien. Ça contribue sans doute à cette faible désir ambiante. Ah, c'est là que la tension est vive. Certains les voient comme paresseux, trop sensibles, pas assez endurants. Les clichés habituels sur la jeunesse, mais exacerbés par le contraste culturel. C'est vraiment un choc des cultures en fait. Oui, tout à fait. La Gen Z, ce sont des digital natives. Ils ont grandi avec Internet, la fluidité, une forme d'individualisme. Et ça se heurte à une culture japonaise très collectiviste, très codifiée. Exactement. Une culture qui valorise le groupe, la patience, le respect des formes, la stabilité. La friction est inévitable. Et ça se voit partout. Travail, amour, rapport à l'autorité.
Oui, dans tous les domaines. C'est une tension fondamentale qui traverse la société. Mais cette tension, elle n'est pas unique au Japon aussi. Non, bien sûr, on voit des choses similaires ailleurs en Asie, comme en Chine. Vous savez, les débats sur les uniformes scolaires jugés laids. Ah oui, c'est un symbole de quoi? De cette opposition entre l'uniformité collective et le désir d'expression individuelle, ou les difficultés de transmission entre un modèle familial très autoritaire et les aspirations des jeunes à plus d'égalité. Mais au Japon, c'est peut-être particulièrement fort à cause du poids des normes collectives. C'est très probable, oui. La pression du groupe est historiquement très prégnante. Et est-ce que cette remise en question par la Gen Z, ça pourrait être positif à terme, pour la productivité par exemple? C'est la grande question. Potentiellement, oui. En bousculant les rigidités, il pourrait amener plus d'agilité et d'innovation, Leur approche différente du travail pourrait aider à résoudre ce paradoxe de la faible productivité. peut-être. Si la société arrive à intégrer leurs aspirations sans se fracturer, c'est un équilibre délicat à trouver. Mais c'est une possibilité intéressante. Face à toutes ces pressions, on voit aussi émerger des stratégies individuelles assez étonnantes pour faire face. L'exemple de Shoji Morimoto est incroyable. Ah oui, le rental person who does nothing. L'homme alloué qui ne fait rien. C'est fascinant. Son service, c'est juste être là, louer sa présence neutre, discrète, pour environ 70 € de l'heure plus les frais. Et ça marche. Son carnet de commandes est plein. Pour faire quoi au juste? Accompagner quelqu'un en resto qui n'ose pas y aller seul. Oui, ou pour éviter la gêne d'inviter un ami avec les obligations sociales que ça implique, compléter un groupe pour une activité, être là pendant que quelqu'un travaille. Ou le grand classique, garder une place pour l'ohanami, la contemplation des cerisiers en fleurs. Exactement, les bonnes places sont chères. C'est un service très concret finalement. Mais qu'est-ce que ça dit de la société, ce succès? Ça touche à quelque chose de fondamental. Morimoto, d'une certaine manière, il valide économiquement la valeur de la simple présence humaine. Indépendamment de la productivité, de l'action. Voilà, la valeur de l'être plutôt que du faire. Et ça, c'est une sorte de pied de nez à l'économie de marché classique et surtout à la culture productiviste japonaise. Où ne rien faire est mal vu, stigmatisé. Il disait que son ancien patron le lui reprochait. C'est ça. Donc c'est une rébellion douce, passive, et ça résonne particulièrement aujourd'hui avec l'IA qui nous interroge sur la valeur spécifique de l'humain. Il incarne aussi ce que certains appellent le courage d'être normal. Oui, exactement. Dans une société qui pousse à l'excellence, à se distinguer, lui, il fait de sa normalité revendiquer son produit. C'est très fort. Si on utilisait les outils de Kenichio Mae pour analyser ça, On pourrait dire qu'il a coché toutes les cases. Il a trouvé un besoin client non satisfait, un KSF Key Success Factor. Il s'est différencié radicalement. Il a focalisé ses ressources, sa présence. Il a innové dans le modèle. Et l'exécution est simple. C'est presque un cas d'école. cette idée de trouver sa propre voie, ça nous ramène à la quête de sens dont parlait le consultant analysé par Louis Jo. Oui, et à sa mise en garde. Souvent, on cherche un sens parce qu'on souffre. Et le risque, c'est de trouver une justification à cette souffrance qui nous empêche de régler le problème. C'est ça. Mon travail difficile me forge. Cette épreuve a un sens. Et du coup, on reste dedans. Alors que pour lui, le vrai sens, c'est pas une histoire qu'on se raconte. Non, c'est quelque chose qu'on vit dans l'instant, dans l'action, aligné. Quand on est absorbé, on ne se pose plus la question du sens. Sa formule est assez directe, hein. Si on se pose encore la question du sens, c'est qu'on ne le vit pas vraiment. C'est un peu brutal, mais ça fait réfléchir. Bon, si on essaye de synthétiser un peu tout ce qu'on a exploré sur le Japon aujourd'hui, c'est complexe. Très complexe, oui. On voit des défis majeurs, démographie, économie. Mais surtout des tensions profondes, entre tradition et modernité, collectif et individu, performance et épuisement. Et on voit comment tout ça s'entremêle. La précarité économique qui pèse sur les choix de vie, la conformité qui mène à l'isolement. Les jeunes qui essayent de changer les règles, et des individus qui inventent des stratégies de résistance, parfois surprenantes. Voilà, c'est une société en pleine mutation qui cherche un nouvel équilibre. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion un peu plus large. Oui, une pensée un peu provocatrice peut-être. Face à cette pression constante, et pas qu'au Japon, à performer, à se conformer, à consommer, à trouver un sens défini par les autres, Hmm. est-ce que la vraie résistance, aujourd'hui, ce ne serait pas simplement d'oser être authentique? Authentique, c'est-à-dire? Ça peut vouloir dire choisir consciemment le moins
moins de désirs dictés de l'extérieur, moins de travail vide de sens, moins de faux semblants. Au juste oser être, comme Morimoto, affirmer la valeur de sa simple présence, de sa normalité. C'est une piste, oui. Affirmer que la valeur humaine ne se réduit pas à sa productivité. Et la question qui reste, pour nous tous peut-être, c'est quelle valeur on accorde vraiment à ça? À la simple présence, à la normalité, dans nos vies souvent si pressées, si tournées vers l'efficacité? Est-ce que cette course à la croissance, à la performance, justifie tous les coûts humains qu'elle engendre? C'est une question ouverte. Une question essentielle en effet. Voilà qui donne matière à penser. Merci beaucoup pour cet échange passionnant. Merci à vous. Et merci à nos auditeurs de nous avoir suivis dans cette exploration.